Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 octobre. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Après Strasbourg et le Conseil de l'Europe, le souverain s'est rendu à Mulhouse, au Musée national de l'automobile, pour découvrir une sélection de voitures issues de sa collection privée. Le mois d'octobre est synonyme depuis de nombreuses années de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein avec l'opération Octobre Rose. Nous serons avec Mathieu Libérator, spécialiste au CHPG. Il nous parlera de l'importance vitale du dépistage. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé ce matin son 3e petit déjeuner conférence de l'année avec pour thème la place de l'éducation à Monaco. Il y a eu récemment les Jeux Olympiques de Paris. À l'espace Léo Ferré, les seniors ont montré leur dynamisme dans une ambiance festive avec les Jeux seniors entre pétanque, fléchettes et belote. Nous recevrons à ce propos la présidente de l'Amicale des aînés monégasques pour mieux connaître la place sociétale de nos personnes âgées. Et enfin, le club Business Sport a été lancé officiellement mercredi soir lorsque le monde de l'entreprise rencontre le monde du sport. Cela doit aboutir aux valeurs du respect, de la persévérance et du dépassement de soi. C'est la conviction des 4 cofondateurs de ce club. C'est ce que vous découvrirez dans un reportage dans quelques instants. Nous débutons donc ce journal en nous rendant dans l'Est de la France. Après avoir célébré les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, le prince Albert II s'est rendu à une centaine de kilomètres de Strasbourg, à Mulhouse, au Musée national de l'automobile. Depuis avril, les lieux présentent une sélection de voitures issues de la collection privée du prince dans une exposition inédite. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péromal. Plus de 420 véhicules présentés, des voitures à vapeur de la fin du 19e siècle au dernier bolide actuel. Le Musée national de l'automobile à Mulhouse est la plus grande collection automobile au monde. Né de la passion des frères Schlumpf, il permet de découvrir l'évolution de cette industrie. Régulièrement, le site de près de 35 000 m² propose des expositions à thème à ses visiteurs, toujours aussi surpris de voir autant de bolides d'exception sous leurs yeux. Depuis quelques années, on met plusieurs expos temporaires annuels. On avait l'année dernière Louis de Funès. Cette année, on a la chance d'accueillir la collection du Prince avec 20 voitures exceptionnelles et une motocyclette. Et on a également des projets pour l'année prochaine. C'est ce qui permet de renouveler l'intérêt pour les visiteurs de venir au musée. Et l'expo temporaire de cette année met en valeur une sélection de véhicules issus de la collection privée du prince Albert II. Elle retrace l'histoire d'une passion transmise de génération en génération chez les Grimaldi. Voitures populaires, sportives ou d'exception se côtoient sans hiérarchie, tantôt mémoire des obligations princières, tantôt souvenir de famille ou de simples coups de cœur. Dans cette exposition, je voulais essayer de trouver quelque chose qu'on ne trouve pas chez d'autres collectionneurs ou qu'il est de toute façon difficile de mettre en avant. C'est cette espèce de vibration charnelle pour le sport entre le bobsleigh pour Albert II, le cyclotourisme pour Albert Ier en 1902-1903 sur quelque chose qu'on appelle moto aujourd'hui mais qui est quand même relativement rudimentaire. Donc c'est vraiment des épreuves physiques avec le sens de l'expédition, le sens du défi et les valeurs que porte le sport derrière. Donc c'est quelque chose qu'on met peut-être moins fréquemment en avant que d'autres éléments de leur vie publique. À l'occasion de sa présence dans l'Est de la France, le prince Albert II a pu visiter cette exposition présentée au Musée national de l'automobile jusqu'en novembre prochain. C'est un très bel écrin pour raconter toute une histoire, celle de ma famille et l'automobile, qu'elle soit de plaisir ou de course. Mais voilà, c'est une belle et longue histoire et je suis très heureux qu'elle puisse être présentée ici et j'espère qu'elle aura intéressé un grand nombre de visiteurs ici. De Monaco à Mulhouse, la collection du prince Albert II évoque donc plus d'un siècle d'histoire de la famille princière sous le prisme de cette passion pour l'automobile. En football, Monaco a joué son 2e match de poule, nouvelle formule, en Champions League face au Dynamo Zagreb sur une surface qui ressemblait plus à une piscine que de la pelouse. Et dans ce water soccer, Monaco s'en est bien sorti avec un match nul 2-2 après avoir été mené longtemps 2-0. L'ASM est revenu dans la partie grâce à 2 buts dans le dernier quart d'heure. Prochaine rencontre en Champions League, Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade le 22 octobre à 18h45. Le mois d'octobre est rattaché depuis quelques années à la couleur rose. Octobre rose, une période pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Quelques chiffres. Dans le pays voisin, en France, plus de 61 000 cas sont détectés chaque année. On compte plus de 12 000 décès par an. En revanche,
plus il est détecté tôt et plus il y a de chances de guérison. D'ailleurs, le nombre de cas augmente, mais le taux de mortalité diminue depuis les années 90. Avec nous ce soir pour en discuter, le chef du service cénologie du CHPG, Mathieu Libérateur. Bonsoir. Bonsoir. En quoi, à vos yeux, ce mois d'octobre rose est important pour le dépistage du cancer du sein ? C'est toujours une question de parler du cancer du sein, de sensibiliser, de rappeler aux patientes et aux femmes d'une manière générale qu'il existe un examen qui est simple à réaliser et qui permet de détecter très précocement cette maladie et que cette maladie, quand elle est détectée précocement, elle est très très bien prise en charge. On le rappelle, dans les cancers féminins, c'est le cancer du sein le plus fréquent. Qui est concerné concrètement par ce dépistage ? Alors il y a le dépistage organisé, vous savez, qui est organisé par le gouvernement princier pour les femmes entre 50 et 80 ans, parce que c'est effectivement une pathologie très fréquente. Il y a toujours ce chiffre symbolique d'une femme sur 8 qui dans sa vie sera exposée à ce cancer. Et puis ensuite, il y a le dépistage plus personnalisé qui dépend du profil de chaque patiente, des antécédents personnels, des antécédents familiaux. Et donc ça dépend de certains critères. C'est un peu managé par le médecin traitant, souvent par les gynécologues. Et donc on peut avoir des patientes qu'on va suivre un peu en dépistage à partir de 30 ans, 35 ans. Voilà, c'est personnalisé selon vraiment le risque spécifique de chaque patiente. Et quel est le constat à travers le monde en ce qui concerne le cancer du sein ? C'est une maladie qui tue ? Alors le constat à travers le monde, c'est malheureusement une maladie très fréquente, malheureusement aussi une maladie qui touche de plus en plus statistiquement des patientes jeunes, puisque 10% des cancers du sein concernent des patientes de moins de 35 ans. Donc il ne faut pas du tout penser que c'est quelque chose qui touche les femmes dans la deuxième période de leur vie. Ça peut toucher des femmes qui sont dans des projets de grossesse. Ça peut faire développer des lésions chez des patients qui sont en cours de grossesse. Donc c'est aussi une maladie de la femme jeune. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit évoluer depuis une ou deux décennies à travers le monde, probablement impacté par nos modes de vie. Est-ce qu'il y a des progrès en termes de traitement du cancer du sein ? Alors il y a d'énormes progrès qui ont été réalisés sur les 10-15 dernières années, avec des protocoles qui sont des protocoles de prise en charge qu'on essaye d'être le moins invasif et le moins lourd en termes d'effets secondaires. Donc ça c'est pour le versant curatif de la maladie, donc traiter, guérir la patiente. Mais ce qui a été un énorme boom sur les 10-15 dernières années, c'est aussi le fait de préserver à la patiente, dans le cadre de cette maladie, une féminité, le fait qu'elle conserve une vie personnelle le moins impactée possible, une vie de femme, une vie de mère, et qu'elle soit bien aussi dans son corps et dans sa tête, en ayant été guérie de cette maladie. Qu'en est-il en termes de prise en charge à Monaco ? Une fois que l'on détecte par exemple une lésion, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir qu'à Monaco, on est très actif en termes de dépistage du cancer du sein, puisqu'on réalise plus de 10 000 mammographies par an par rapport à la population qui vit ou qui travaille en principauté. Donc, on répond largement aux besoins. Quand effectivement il y a une anomalie qui est détectée dans ce bilan de dépistage, il y a la première étape qui se passe avec nous les radiologues, qui est éventuellement un prélèvement pour confirmer ou pas le doute. Il y a éventuellement un repérage de la lésion qui se fait juste avant d'être opéré, de manière à permettre une chirurgie le moins invasive possible. Et ensuite, en fonction des résultats, des différents résultats, et notamment de ce qu'on appelle les résultats anatomopathologiques, c'est-à-dire étudier un petit peu les ganglions, étudier la lésion, on fait plus ou moins des traitements complémentaires, que ce soit de la radiothérapie, que ce soit de la chimiothérapie. Il y a d'autres traitements médicamenteux spécifiques comme l'hormonothérapie, qui sont aussi des traitements souvent que l'on prend plusieurs années après la prise en charge initiale de la maladie. Mais c'est vrai que comme dans d'autres maladies cancéreuses, il y a de nouvelles molécules qui apparaissent ces dernières années et qui sont très prometteuses.
et qui vont probablement révolutionner la prise en charge des patientes qui sont un peu en échappement sur les traitements plus standards. D'accord. J'imagine que les spécialistes, justement, et tout le personnel concerné par le cancer du sein se forment et s'informent régulièrement. Bien sûr, il y a des congrès internationaux où sont présentés justement les résultats de nouveaux protocoles de traitement et les équipes dans tous les centres spécialisés comme l'hôpital Princesse Grace, les équipes se tiennent à jour et sont bien évidemment informés, participent à ces congrès et suivent à la lettre ces nouveaux protocoles de traitement. Et plus un cancer du sein est détecté tôt, plus il y a de chances, vous l'avez dit, de guérison, on est d'accord? Vous avez tout à fait raison. C'est la clé principale d'une guérison, c'est la détection précoce à un stade débutant de la maladie. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et c'est comme ça que la patiente va avoir aussi une meilleure qualité de vie dans les suites immédiates de la prise en charge de sa maladie. On le rappelle, le mois d'octobre est synonyme désormais depuis plusieurs années d'octobre rose afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Merci Mathieu Liberator d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Et sachez pour finir que dans cette lutte contre le cancer du sein, une association se mobilise au quotidien, Pink Ribbon. Et comme chaque année, ce vendredi soir, une vingtaine de bâtiments seront illuminés en rose pour se rallier à la cause. Après celui de juin sur le thème de l'humanitaire, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé ce matin, toujours au Méridien Beach Plaza, son 3e petit déjeuner conférence de l'année, cette fois sur la place de l'éducation à Monaco. Gaëtan Lebrun et Alex Avial. La Jeune Chambre économique organisait ce jeudi matin dans la salle Atlantique du Méridien Beach Plaza son 3e et avant-dernier petit déjeuner conférence. L'occasion pour les politiques, chefs d'entreprise ou autres travailleurs monégasques de se réunir autour d'un petit déjeuner et d'échanger sur un ou plusieurs sujets de société qui touchent la principauté. Mais pour cette 3e conférence, c'est l'éducation qui était au cœur des débats. L'idée pour ces petits déjeuners, c'était qui sont de l'ordre de 4 par an, 1 par trimestre, c'était d'avoir des relations avec le gouvernement, les institutionnels et de parler de sujets d'actualité. Donc cette année, on en a fait, c'est le 3e cette année, et notamment sur le sujet de l'éducation. Alors pour 2 raisons, déjà c'est la rentrée scolaire, donc c'était le mois dernier, donc c'était aussi l'occasion d'en reparler. C'est un sujet qui concerne tout le monde, les parents, on est tous chefs d'entreprise, donc c'est un sujet qui concerne les chefs d'entreprise et les parents aujourd'hui. Et également puisqu'on a bénéficié aussi de l'arrivée de Monsieur Vinci à son poste pour pouvoir lui donner aussi la parole et avoir la vision sur les prochaines années. Le nouveau directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, était l'un des 2 invités de ce 3e petit déjeuner conférence et on a profité pour débattre de la place que tient l'éducation en principauté et expliquer l'importance de la jeunesse dans le monde des entreprises. J'étais heureux d'intervenir auprès de la Jeune Chambre parce qu'on travaille déjà avec eux. C'est important quand ils viennent dans les classes, c'était le cas encore la semaine dernière au lycée Régnier 3, qu'ils expliquent leur métier. Donc c'est le lien qui se construit pour que les élèves comprennent bien ce que c'est que le monde d'entreprise, ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà, on est très heureux que l'entreprise vienne dans les établissements. Après, ils ont des stages, inversement. Du coup, les élèves ont des stages dans les entreprises, notamment en seconde. Donc c'est important qu'il y ait cette collaboration. Cette 3e conférence s'est terminée par une session de questions-réponses où Jean-Philippe Vinci et Olena Sullivan-Prikotko, cofondatrices de la British School of Monaco, ont pu directement échanger avec les parents et chefs d'entreprise présents là-bas. Et maintenant, direction la salle Léo Ferré, où les seniors ont montré qu'ils n'ont rien perdu de leur dynamisme. Dans une ambiance festive, ils se sont affrontés lors des traditionnels Jeux seniors, rire, compétition et une équipe victorieuse. Un reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'est un rendez-vous incontournable pour les aînés. Les Jeux seniors réunissent à chaque fois une 60aine de participants. Ces derniers se retrouvent afin de célébrer l'esprit sportif, la camaraderie et le bien-être. De la pétanque aux fléchettes en passant par la belote, l'événement offre une multitude d'activités adaptées à tous les niveaux. Je crois que c'est vraiment ce qui correspond aux Jeux seniors. Ça leur va très bien, ils aiment beaucoup et puis tout le monde se bat. Les aînés monégasques autrefois remportaient chaque fois la victoire. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Il faut les battre. Toute une journée, donc c'est vraiment sympathique. Et puis on revoit des amis, puisque en fait, il y a 5 entités, si j'ose dire, réparties en 3 équipes. C'est un moment privilégié où les seniors peuvent rester actifs,
créer des liens et partager des moments de convivialité. Les rires fusent et les sourires illuminent les visages. Il est clair que chacun des seniors prend un immense plaisir à participer, prouvant que l'amusement n'a pas d'âge. Magnifique. On s'amuse bien. On rigole très bien. Eh ben, je trouve ça très sympathique. Ça manque un peu de population hors senior, mais c'est bien quand même. Je trouve que la mairie est extraordinaire, l'organisation est fabuleuse, parce que réunir plein d'anciens qui ne se connaissent pas, chacun est dans son association, et là aujourd'hui c'est le partage, l'amitié, la convivialité, dans la bonne humeur. Au terme de cette journée riche en émotions, l'espace Lamartine s'est imposé avec brio sur l'ensemble des épreuves. Leur esprit d'équipe et leur détermination ont fait la différence. Une victoire bien méritée pour une journée placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. Et de la convivialité, il y en a au sein de l'Amicale des aînés monégasques. Nous sommes avec sa présidente, Michèle Brégol. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Pouvez-vous nous présenter l'Amicale des aînés monégasques et nous en dire plus sur vos missions, vos actions? Qu'est-ce que cette amicale? Alors, nous sommes une amicale qui a été créée en août 1950. Nous avons le local, le foyer Régnier 3 qui se trouve 1 avenue de la Quarantaine. Ouais. Selon le vœu de son Altesse Sérénissime, le prince Régnier 3 qui nous a installés dans ce local. Nous sommes ouverts tous les mardis de 15h à 17h. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, on reçoit les membres de notre association. Nous avons à peu près 370 membres. Ah oui, quand même. À peu près 140 membres d'honneur, c'est-à-dire 80 ans et plus. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive, à titre personnel, à œuvrer comme ça pour le bien-être des personnes âgées? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour mettre un peu plus à l'honneur les personnes âgées, qui sont, pour moi, les personnes, le socle de notre société. Bien sûr. Qui devrait avoir une place plus prépondérante à Monaco, mais partout en fait. En France, c'est pareil. Je trouve que les personnes âgées, on ne s'en occupe pas assez. Comment on peut encourager une meilleure compréhension et collaboration comme ça entre les jeunes et les aînés? Quelles seraient les solutions selon vous? Alors, il faudrait que qu'on encourage les jeunes à aider plus les personnes âgées. Ce qu'on avait fait aux Jeux seniors avant le Covid, on avait des jeunes qui étaient venus dans la salle Léo Ferré nous aider les personnes âgées. Je trouve qu'on n'a pas assez des jeunes près de nous pour nous aider. Le message, là, il est en train de passer d'ailleurs. Pour aider les personnes. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels sont confrontés les seniors aujourd'hui? La modernité, ça va trop vite. Ouais. Alors, nous avons la Maison du Numérique depuis plus d'un an qui nous aide bien, qui nous dépanne pour le téléphone, l'appareil photo, l'ordinateur. Et quels sont, pour finir, peut-être les rendez-vous ou les projets futurs de l'Amicale des aînés? Quelles actions vous menez? Quels seront vos rendez-vous? Alors, l'année prochaine, nous fêtons les 75 ans de l'Amicale. Ah oui. Donc, on est en train de commencer à organiser cela. Il va y avoir un bel anniversaire, j'imagine. Voilà, on va faire un bel anniversaire, mais on est en train de s'en occuper. On prépare aussi un voyage pour l'année prochaine. On connaît la destination, peut-être? Pas encore? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est une surprise. Ça sera une surprise pour les aînés. Non, c'est parce qu'on n'est pas encore... on a commencé à réserver, mais on n'a pas assez de... Enfin, il faut voir avec celui qui organise le voyage, c'est pas encore finalisé. Mais ce sera un beau voyage. On a fait cette année un voyage en Allemagne. L'année dernière, un voyage au Portugal. Ça fait déjà 2 ans qu'on promène nos aînés dans un petit voyage d'1 semaine. Plus, comme d'habitude, toujours nos friandises, nos distributions de friandises pour les fêtes. Michèle Brégol, vous êtes la responsable comme ça de l'Amicale des aînés monégasques. Déjà, on vous en remercie. Et merci également d'avoir répondu comme ça à nos questions. Merci Michèle Brégol. Merci à vous.
Respect, persévérance, dépassement de soi, les valeurs du sport sont nombreuses, vous le savez, et elles peuvent s'appliquer dans le monde de l'entreprise. C'est en tout cas la conviction des 4 cofondateurs du Club Business Sport, lancé hier au soir, en présence du champion olympique Antoine Zegdar. Un reportage de Sarah Nkari et Hugo Comassa. Et si le sport et le business faisaient équipe? Sébastien Carbillet, Thibaut Carrière, Anthony Bassi et Clément Fabre ont concrétisé ce mercredi un projet qui leur tenait à cœur, celui de lancer en principauté un club qui permettrait aux professionnels une immersion dans l'actualité sportive et des échanges privilégiés avec des athlètes de haut niveau. Pour l'instant, on est sur 6 événements par an. Donc voilà, à chaque fois il y aura un sportif en lien avec l'actualité. Là, l'actualité, c'est le retour des Jeux Olympiques. On va avoir le départ du Vendée Globe, le Grand Prix, les matchs de Champions League avec l'AS Monaco. Et l'idée, c'est d'amener les adhérents sur des événements qui peuvent networker, parce qu'on aura essentiellement des professionnels qui peuvent networker et en même temps parler de ce qu'ils ont pu écouter par rapport aux personnalités présentes. Pour le premier rendez-vous organisé au Club 39, les cofondateurs ont pu compter sur un supporter de taille, Antoine Zegdar, fraîchement sacré champion olympique de rugby à 7 aux Jeux de Paris 2024. L'esprit d'équipe, c'est très important dans le sport de haut niveau, en particulier dans le rugby. Je pense que c'est nécessaire aussi dans l'entrepreneuriat. Après, nous, on parle aussi beaucoup de résilience, de se poser des objectifs à court, moyen et long terme. Donc voilà, je pense qu'après il fallait être là, il fallait prendre ses places pour venir écouter, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire et beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les deux. Une centaine de personnes ont pu s'inspirer du rugbyman hier pour cette première gratuite à l'occasion du lancement du club. Autant de potentiels futurs adhérents qui devront débourser pour la cotisation un peu moins de 2 000 € par an. Le prochain rendez-vous du Club Business Sport est prévu fin novembre sur le port de Monaco avec pour thématique la 10e édition du Vendée Globe. L'Union des femmes monégasques a mis à contribution hier la jeunesse en organisant un jeu pour les jeunes de 15 à 21 ans. De nombreux adolescents sont venus au 26 quai Jean-Charles Ray pour participer à ce jeu ludique qui a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de Monaco, mais aussi sur l'UFM. Christinda Petit-Thomel a rencontré la présidente de l'association. Elle nous explique en quoi consiste ce jeu. Alors, ce jeu s'appelle En marche pour l'égalité. L'idée était de sensibiliser la jeunesse monégasque à la cause des femmes et aussi de montrer, de faire connaître des aspects souvent méconnus de la principauté où nous avons été bien souvent avant-gardistes et c'est dommage de ne pas le savoir. La première étape, elle est ici à l'Union des femmes monégasques parce que l'idée, bien sûr, c'est de présenter notre association et de se faire savoir qu'elle existe depuis 1958 et que nous nous sommes battus, entre autres, pour les droits des femmes sur la transmission de la nationalité. Parce que je vous parle d'un temps où les femmes devaient avoir la permission du mari pour aller à la banque, ouvrir un compte en banque, et où elles ne transmettaient pas la nationalité. Ensuite, l'étape suivante, elle est au Stade Louis II, elle concerne le sport. C'est tout ce qui concerne l'égalité dans le sport. Et ce qui est intéressant de savoir par rapport à Monaco, c'est que c'est à Monaco qu'ont eu lieu les premières Olympiades féminines. Donc nous voulions trouver un procédé qui soit adapté et qui soit un peu ludique, on va dire, pour la jeunesse. C'est pour ça que nous avons pensé à ce jeu qui est sur le smartphone, donc en téléchargeant une application, et qui leur permet au fil de différentes étapes, une dizaine, 10 précisément d'ailleurs, d'avoir à chaque fois une information sur une personnalité, une institution, un fait. Et derrière, ils doivent répondre à une question pour un jeu concours parce qu'il y a des beaux lots à gagner. Découvrez à présent cette nouvelle exposition signée Jean-Pierre de Bernardi à la Galerie des Pêcheurs. Elle est consacrée au parc national des Trecime di Lavaredo. Ces 3 majestueux sommets dominent le paysage alpin et offrent des panoramas spectaculaires, un véritable joyau naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre de Bernardi, photographe à l'initiative de cette exposition. Là, cette fois-ci, j'ai voulu vraiment axer le thème de l'exposition sur la mise en valeur de la biodiversité et tout ce qui a trait à la protection de l'environnement. Le parc national des Trecime est très très attentif déjà justement à la protection de ce parc qui est un peu victime de sa surfréquentation. Et les Italiens ont eu l'intelligence de mettre en place des mesures justement pour limiter
la fréquentation de ce parc et à l'intérieur même du parc, de mettre en place d'autres mesures vraiment pour empêcher les touristes d'aller un peu n'importe où. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est regrouper les photos par thème. Et chaque thème, j'essaye d'expliquer un peu ce qui a trait à cette biodiversité, à la protection de l'environnement qui est nécessaire. Et pour sensibiliser encore mieux le public, j'ai fait des traductions en français, en anglais, en italien et en allemand. Sachez que cette exposition est à découvrir à la Galerie des Pêcheurs jusqu'à fin novembre. La mairie fait savoir que la piscine du stade nautique Régnier 3 rencontre une panne de chauffage. L'eau du bassin n'est plus à 28-29 degrés, mais avoisine les 24 degrés et pourrait se rafraîchir en fonction des conditions météorologiques. De ce fait, l'entrée à la piscine du stade nautique Régnier 3 sera gratuite du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre jusqu'à la fermeture annuelle. Les transats et les parasols ainsi que les cours aquatiques demeurent payants. Et sachez toujours concernant les piscines municipales que la piscine Saint-Charles rouvrira ses portes après plusieurs mois de travaux le lundi 21 octobre. L'association L'Enfant d'eau propose une conférence sur le sommeil des bébés le samedi 19 octobre à partir de 10h30 à la bibliothèque Louis Notary. Cette conférence portera sur le rôle crucial d'un sommeil de qualité pour les jeunes enfants. Et avant de refermer ce journal, faisons le point sur vos prévisions météo avec Sarah Nkari. Bonsoir Sarah. Après cette journée maussade, peut-on espérer le retour du soleil demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Malheureusement, non, la journée de demain sera tout aussi instable et le risque d'averse n'est pas à épargner. D'ailleurs, la vigilance jaune pluie, inondation et orage publiée ce jeudi sera toujours valable en début de matinée. Concernant les températures, elles fluctueront entre 15 et 18 degrés l'après-midi. C'est sensiblement ce que nous avons eu aujourd'hui. Enfin, une petite pensée pour les François de votre entourage Fabien, car ce sera leur fête ce vendredi. C'est noté, merci Sarah. Ce jeudi soir se joue le premier match de la saison en Euroleague pour la Roca Team face à Milan. Eh bien, il y a tout juste 8 ans, pour la saison 2016-2017, le club de basket monégasque jouait ses premiers matchs européens depuis sa remontée au plus haut niveau. Ils ont fini cette saison-là 3e de la Basketball Champions League et nous les avions suivis de très près sur Monaco Info. Ce sont des photos à l'époque de Charlie Gallo et Manuel Vitali. Vous retrouverez demain à la même heure et à la même place Christophe Paco pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.